Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, qui est en train de casser ici un niveau assez important à la hausse. On verra les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, NFP et taux de chômage. On parlera ensuite d'Ether qui performe plutôt bien, la paire ETH-BTC pas loin de marquer un bottom moyen terme. On parlera d'Hyperliquid. On verra bien sûr les indices US, SP500, Nasdaq qui sont en train de retracer. Et on terminera par SpaceX, Wood et MicroStrategy. Avant que je commence, pour information, ceux qui veulent profiter des 8%, le bonus que j'ai pas mal de fois parlé ces derniers temps sur OKX, la campagne devait s'arrêter. Alors elle devait s'arrêter il y a longtemps, mais les 10 millions, la limite des 10 millions a été atteinte, et ils ont décidé de augmenter cette limite à 50 millions. Donc c'est un gros succès, hein, la campagne qu'ils sont en train de réaliser. Il y a une grosse part du gâteau des exchanges Mika à récupérer, bien entendu, et automatiquement il y a énormément de nouveaux inscrits qui arrivent sur OKX. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que cette limite va également être atteinte. Donc ceux qui veulent en profiter, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Vous avez un bonus de 8%. Il faut juste bien penser à activer la campagne dans l'application OKX avant de effectuer un dépôt. Et ceux qui m'ont demandé c'était quoi les tâches à réaliser pour avoir le 400 € de bonus, eh ben ils sont affichés juste en dessous. Ici c'est des récompenses qui sont en BTC. Et ça va être des récompenses en fonction des conditions que vous allez tout simplement effectuer. Donc déjà juste un dépôt, voilà, vous avez 10 € offerts, ouvrez un compte expert, vous avez le pass VIP qui vous permet d'avoir une réduction sur vos frais, et ici vous avez bien sûr des récompenses en fonction des dépôts et du trading que vous allez réaliser. Donc tout ça c'est une seule offre, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description, il y a tout qui se cumule, vous arrivez ici, vous faites s'inscrire, et ensuite vous remplissez vos différentes informations. Voilà, en tout cas, je pense que cette campagne ne va pas durer jusqu'au bout, elle est prévue pour fin juillet, il me semble. Je pense que la limite sera atteinte beaucoup plus rapidement que prévu. Là, les 10 millions ont été atteints rapidement, donc voilà, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent en profiter, c'est 8% et ça reste un rendement assez intéressant. Allez, je commence ici au niveau du marché. On a des chiffres qui sont sortis, taux de chômage, NFP, le taux de chômage qui est en dessous des attentes et les créations d'emplois qui est largement en dessous des attentes. Donc bon, on a ici une annonce qui est bull, une annonce qui est bear, hein. Idéalement, le meilleur scénario ça aurait été un taux de chômage au-dessus des attentes, hein, ce qui nous montre que le chômage est de retour et des destructions d'emplois, où là ça nous aura indiqué que l'économie ne se porte vraiment pas très bien, ce qui engendre du coup aucune hausse des taux par la Fed. Là automatiquement, taux de chômage en dessous des attentes, c'est pas incroyable. Par contre, pas destruction d'emplois, mais des créations d'emplois largement en dessous, là c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle, ça c'est des chiffres qui ont des impacts sur les prochaines décisions de la Fed, que ça soit le discours de Kevin Warsh ou également, vous voyez ici au niveau des probabilités, on avait 65-35 au niveau des probas, donc 65% d'avoir des taux qui sont neutres, et 35% d'avoir une hausse des taux. Et moi, suite à ces différentes annonces, on est passé ici à 82% et 17%. Donc là-dessus, c'est plutôt bullish, hein, c'est-à-dire qu'on price actuellement aucune hausse des taux pour la prochaine réunion, alors qu'avant on priceait 35%, et là on price une seule hausse des taux pour la fin d'année 2026. Donc pour moi là les chiffres qui sont sortis, c'est neutre, voire légèrement bullish. Alors il n'y a pas, oui le taux de chômage c'est plus important que le NFP, je pense que les deux se valent. Par contre, l'écart qu'il y a, il est beaucoup plus important pour ici les créations d'emplois que le taux de chômage. Si on était à 4 ou 4,1, là je vous aurais dit ouais ok, là c'est vraiment pas bon, mais je pense que cette news est plutôt légèrement bullish. Maintenant elle n'est pas spécialement bien interprétée par les marchés. Alors pour les cryptos oui, mais au niveau des indices US SP500, on voit que globalement on a eu l'annonce ici à 14h30, ça a légèrement pump, et c'est surtout la session cash ici où on retrace beaucoup plus sur le Nasdaq. En tout cas sur les cryptos ici on est en train de pump, on est en train de casser un niveau. Alors on attend toujours les clôtures, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin. Et vous voyez, c'est là où le changement de biais que je vous parle en permanence peut arriver très rapidement, comme ça en 2 bougies daily on a un pump aussi important. On le voit là, juste en 2 bougies on fait un plus 7% et on passe d'un plus bas à la cassure d'un niveau important. Là on voit que cette zone de résistance, c'est un niveau qu'il ne faut pas négliger, c'est un niveau clé d'un point de vue price action. Si je mets également des moyennes mobiles, on passe au-dessus ici du tunnel 1 heure, et on a ici une prise de liquidité, fausse cassure, réintégration, et on casse l'extrémité opposée. Donc selon moi, si on a une clôture daily au-dessus de cette zone-là, globalement au-dessus des 61 000 $, idéalement 61 200, 300 pour prendre large, on aurait la confirmation d'acceptation
au-dessus de cette zone de résistance, ok. Donc on aurait une sortie de ce range par le haut, ce qui nous inverserait cette dynamique qui est baissière, et on aurait de grandes chances de rentrer dans une dynamique haussière. Attention, je parle d'une dynamique haussière court moyen terme. C'est pas ici un bottom qui va nous ramener à 90 000 $, ou peut-être, mais avant ça, on va bien sûr beaucoup plus consolider. Je vous rappelle, un gros bottom, c'est avant tout un moyen bottom, et c'est avant tout un bottom court terme. Là, on est clairement sur un bottom court terme, break du tunnel 1 heure. L'objectif, ça serait de revenir chercher ici les 64 000 $. C'est la prochaine target. Pourquoi? Parce que on a ici notre tunnel 4 heures qui est dans cette zone, et on a, d'un point de vue price action, cette zone de résistance. Si je mets en plus un Fibo, on doit être pas loin de notre zone de rechargement de short. Bah voilà, c'est pile poil les 0,118. Donc il y a tout qui nous montre que ça c'est une zone très intéressante que le marché peut aller potentiellement chercher. Maintenant, je vais déjà, dans un premier temps, surveiller la clôture daily, accepter qu'on a une vraie cassure. À partir de là, quand on détermine comme ça un niveau de breakout, le plus important, même là j'ai parlé dans un premier temps, là on pourrait aller, mais toujours le plus important, c'est de déterminer où est-ce qu'est votre invalidation. Quand on joue le break, on doit avoir un stop loss, une invalidation de votre scénario. Donc pour moi, l'invalidation, elle est assez simple elle est claire. Des fois, on a des invalidations qui sont un peu plus difficiles. Pour moi, elle est ici. Si on repasse sous le niveau des 60 000 $, on aurait la réintégration de ce range. On repasserait sous ses plus bas. Ici, on voit, d'un point de vue price action, on a des creux assez importants, ok, qui est également cette bougie impulsive qui nous a break ce range par le haut, et on repasserait sous le 1 heure et sous le 15 minutes. Donc de mon côté, si je dois prendre quelconque trade en mode breakout, mon invalidation, elle est en dessous de cette zone-là. Et après, on peut aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, ça c'est à vous de voir. On ne rentre jamais agressivement sur des breaks comme ça, parce que le risk reward n'est jamais intéressant. Par contre, on peut très bien se positionner au cas où on a un pullback. Mais l'invalidation, elle doit être très précise. Et pour moi, la plus intéressante, c'est ici. Alors, on peut mettre des invalidations plus basses, c'est possible. Le problème, c'est que vous n'avez pas le meilleur risk reward. Après, c'est à vous de voir. Automatiquement, ici, vous aurez un taux de réussite un peu plus important, mais vous aurez un risk reward plus faible. Ici, vous allez bien sûr avoir plus de stop loss. C'est normal, il est plus serré, donc automatiquement, vos stop loss vont se faire beaucoup plus enclencher, mais vous aurez un risk reward beaucoup plus intéressant. Donc c'est un trade qui peut potentiellement se prendre ici avec un faible risque. Pourquoi un faible risque? Parce que c'est pas comme si on tradait dans le sens de la tendance, on avait tout qui allait dans le même sens. Moi, j'adore faire des analyses multi-time frame, c'est-à-dire que je vais prendre 2-3 unités de temps et je vais regarder si j'ai une convergence de ces unités de temps. Si je prends le 15 minutes, le tunnel 15 minutes, ok, il est boule. Si je prends le tunnel 1 heure, ok, il est boule. Par contre, si je prends le tunnel 4 heures, ok, il est bear. Donc j'ai pas ici une convergence de toutes les unités de temps, ce qui m'indique que c'est pas le trade le plus sûr à prendre. Alors, déjà, il y a jamais de trade sûr, c'est jamais sûr à 100%, d'accord? C'est pour ça qu'on a une gestion de risque, parce que rien n'est sûr à 100%. À partir du moment où vous dites que quelque chose est sûr à 100%, vous négligez la gestion de risque, et c'est comme ça qu'on peut cramer un compte très rapidement. Donc, personnellement, je vais avoir un risque plus important. Alors, quand je dis plus important, il est toujours maîtrisé. C'est juste, au lieu de risquer par exemple 0,25% de mon capital, je vais risquer 0,5, 0,75 par trade. D'accord? Elle est là la différence. Je risque plus, oui, en pourcentage. Maintenant, c'est pas un risque démesuré. Bah ça, je vais beaucoup plus le faire si j'ai une convergence de toutes mes moyennes mobiles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, en tout cas, c'est un trade, comme je l'ai dit, qui peut se prendre avec une invalidation assez serré de mon côté, parce que si ici on réintègre, c'est clairement pour aller plus bas. Donc c'est là où, comme je l'ai dit, on peut changer de biais très rapidement. Alors certains vont commencer à paniquer, vont me dire attends Nico, quand on était tout en bas, tu nous disais que c'était possible d'aller chercher les 50 000 $. Bah, en fait c'est toujours possible, hein. Faut toujours dézoomer. C'est pas parce que je joue un potentiel bottom court terme que sur du long terme on a un bottom qui est validé. Non, faut vraiment différencier le court terme du moyen terme et du long terme. Il y en a beaucoup qui ont du mal à faire ça. C'est pas parce que je prends un long ici pour aller chercher les 64 000 $ que c'est sûr à 100%, déjà qu'on va y aller, et que automatiquement sur du weekly on va poser un bottom et on ne va jamais aller plus bas. Pour le moment, sur du long terme, on reste baissier. Sur du moyen terme, sur du daily, on reste baissier. Par contre, sur du court terme, il y a des signes qui sont plutôt pas mal, à condition, comme je l'ai dit, qu'on ne repasse pas sous cette grosse zone ici. Sous cette zone-là, on ne doit pas repasser en dessous. Si vous voulez affiner, vous pouvez mettre ici un volume profile. On voit qu'on a notre value area high qui est ici 60 500 $. Donc tout nous montre qu'on ne doit pas du tout repasser globalement sous cette zone-là.
Sinon, c'est un signal plutôt bearish. Donc voilà en tout cas mon avis ici sur le BTC. Maintenant, attention, là où je vais être prudent et je ne suis pas encore rentré en trade, je vais attendre les clôtures, je vais attendre de voir comment le marché évolue. Ce qui me dérange, c'est qu'on arrive sur un week-end qui est férié aux États-Unis. Enfin, week-end qui est férié, vendredi c'est férié, samedi, dimanche c'est le week-end, donc on a 3 jours ici où il va pas y avoir énormément de volat. Donc ça c'est quelque chose qui est dérangeant, je préfère toujours prendre mes trades en semaine, là où il y a des mouvements de marché un peu plus clean avec plus de volume. Donc tout ça, voilà, va falloir surveiller d'un point de vue order flow. Sur le CVD, on a un bon soutien. Et là, au niveau de l'open interest, on a également un soutien de cette tendance qui est haussière. Alors, on n'a pas un soutien aussi fort qu'on a pu avoir quand on a eu ce genre de baisse, où là il était très fort, le soutien sur l'open interest. Maintenant, on en a un petit qui est en cours, ça serait bien de le maintenir. Où là, on serait sur un cas d'école, que je vous ai d'ailleurs présenté en vidéo, qui est, on a une tendance qui est baissière, open interest qui monte, soutien, baisse de l'open interest, bottom qui se met en place, changement de dynamique, et là, au moment où on change de dynamique, on a un open interest qui repart à la hausse, qui nous soutient cette tendance qui est haussière. Maintenant, là, faut vraiment confirmer que ça met de plus en plus haut et avoir toujours un open interest qui est en hausse. Voilà, en tout cas, mon avis ici sur le BTC. Vous avez l'invalidation, le niveau clé. Vous avez la prochaine target. Ça vous permet tout simplement d'avoir des scénarios et savoir, ok, quels sont les prochains niveaux. On doit toujours quadriller sa charte. On doit toujours savoir où est-ce qu'on navigue, où est-ce que le marché peut aller et surtout, où est-ce que le marché peut aller s'il casse telle ou telle zone. Moi, de mon côté, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, la prochaine target, c'est cette zone-là. Si par contre on réintègre cette zone-là, la prochaine target, c'est cette zone-là. Et après, à partir de ça, vous prenez vos trades, bonne gestion de risque, invalidation, trade management, et j'en passe. Et après, bien sûr, l'analyse technique, c'est toujours le plus simple. Après, c'est se fier à son plan, se fier à son money management, les émotions, la psychologie. Ça, c'est vraiment, je pourrais en parler des heures et des heures, tellement que on peut avoir tous le même trade, ici, tous prendre le même trade, mais on va avoir tous des résultats différents. Pourquoi? Parce qu'on a tous une psycho qui est différente, certains vont couper trop tôt, d'autres plus tard, d'autres vont réaccumuler, d'autres vont re-rentrer, d'autres vont paniquer au moment d'une petite baisse, etc., etc. D'autres vont bouger leur stop, vont tout modifier, parce que juste, on a une psychologie qui est différente. Et vraiment, la même stratégie, deux traders auront des résultats différents. Ça, je vous l'assure. Et certains qui débutent, qui m'écoutent, peuvent se dire c'est un truc de ouf ça, comment c'est possible? C'est comme ça. La psychologie, on a tous une vision différente, des émotions qui sont pas les mêmes en fonction de notre expérience, notre apprentissage, notre vécu pro perso dans la vie de tous les jours, et ça fait que on est tous différents là-dessus. Voilà en tout cas là-dessus sur le BTC. On va surtout attendre la clôture daily, qui est pas un ravalement de dernière minute avec une mèche trop importante, sinon ça serait quand même un signal plutôt bearish. Allez, je continue ici sur Ether, qui lui pump très bien. On le voit, il est sorti de cette phase de compression. De toute façon, on parlait comme quoi on avait très peu de liquidation sur les derniers temps et qu'on sortirait de cette phase de compression, on pourrait s'attendre à un gros mouvement, que ce soit BTC et Ether. Au niveau de l'HVP, on n'avait pas spécialement un flash violet, comme on avait pu voir ici. Vous voyez, gros flash violet, à ce moment-là, directement, retour de la volatilité, ça a explosé. Là, on a eu un petit trou ici, faible volat, mais globalement on n'a pas eu spécialement de gros flash violets. Donc sur Ether c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On a eu un W daily qui a été validé ici. On reteste ce creux pour reformer un W daily qui pourrait se transformer ici en W weekly. Alors c'est pas le plus beau, c'est sûr, mais ça reste un W weekly. Si on commence à passer au-dessus des 1870$, qui serait une petite structure qui pourrait nous ramener chercher par exemple les 2002, 2100$. Globalement, cette zone-là, ça serait la prochaine target. Donc voilà, on n'anticipe pas pour le moment sur du long terme, on reste baissier sur Ether, mais sur du court terme, il y a des petits signes qui sont pas mal. Ce que je regarde, c'est la paire ETH-BTC. Alors pour le moment, on est sur résistance, ok. Mais si on commence à vraiment s'installer au-dessus de cette zone-là, ici, on pourrait avoir un changement de dynamique où on le voit depuis un long moment, on est baissier, des moyens mobiles orientés à la baisse, le 4 heures ici qui fait office de résistance qu'on est en train de casser pour la première fois depuis le mois d'avril ici, hein, donc ça fait quand même un moment. Et si on casse ce 4 heures, il y aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel daily qui est un niveau clé, qui a longtemps fait office de résistance, bonne trend baissière, résistance, on l'a cassé à la hausse, il a fait office de support, puis après on l'a recassé à la baisse, il a refait office de résistance. Donc ça, c'est vraiment, ça nous permet, cette charte, la surveille de temps en temps quand même, parce qu'elle nous permet de voir qui surperforme qui entre Ether et BTC. Et pendant une longue période, BTC a surperformé Ether, là on essaye de poser un gros bottom. Bien sûr, au vu ici de la tendance baissière qui a quand même duré pendant facile 3 ans, c'est pas un bottom en 2 mois qui va nous inverser toute cette tendance. Mais ça serait bien ici, si on commence à faire ça,
on aurait une pattern similaire à ce qu'on a réalisé ici. Et là, on pourrait réaliser un retracement qui est bullish pour Ether. Parce que si on a un Ether qui surperforme le BTC, il y a de grandes chances que Ether réalise une bonne performance contre le dollar. Souvent, c'est le cas. Maintenant, on peut avoir aussi une phase où BTC juste va corriger plus contre le dollar que Ether, et du coup, Ether va surperformer le BTC, tout en se dépréciant face au dollar. Mais ça reste plutôt rare. Et ça, c'est une bonne charte aussi à regarder au niveau des altcoins sur est-ce qu'on est plutôt dans une altcoin season ou pas. Quand on est comme ça dans ce genre de phase, ça c'est une altcoin season, et vous regardez 2021 comment les altcoins ont performé, c'était plutôt pas mal. Et depuis, il y a rien eu. Sur le bull market de 2024-25, sur les altcoins, il n'y a rien eu. On le voit sur cette charte, il s'est littéralement rien passé. Donc voilà, en tout cas Ether, c'est plutôt pas mal. Pareil, on va regarder juste où est-ce qu'il ne faut pas réintégrer. Et le niveau, il est clair, c'est sous cette zone-là. Pareil, je mets ici un volume profile, hop, on le voit, $1 600, value area high, ce creux, très important. Et ici, on doit avoir un tunnel 1 heure, un tunnel 15 minutes. Oui, qu'on a break, qu'on a pullback. Donc ouais, on ne doit pas repasser sous ce niveau-là, sinon ça serait un signal plutôt bearish. Au niveau de Hype, Hype qui rejette toujours dans son 4 heures. Au final, on a étendu ça dans un gros range. On attend la résolution de ce range, même si on a eu ici une fausse cassure, réintégration, on est revenu chercher ici l'extrémité basse. Puis là, on fait du ping-pong. Quand c'est comme ça, mettez un volume profile, attendez les résolutions. Je suis pas fan de ce volume profile tout de même parce qu'on a une value area high qui est plutôt basse. Donc quand je suis pas fan des volumes profile, c'est-à-dire quand je dis je suis pas fan, c'est que je n'ai pas une corrélation entre mon range d'un point de vue price action et le volume profile. Quand c'est comme ça, je vais surtout utiliser que le price action. Donc là, globalement, si je dois définir un haut de range, il est globalement ici. Là, on peut parler de déviation à la hausse. Donc ça, c'est mon haut de range. Et mon bas de range, globalement, il est plutôt ici. Voilà. Si je dois définir moi-même mon range. Alors, c'est pas parce que j'ai défini un range qu'on ne peut pas avoir des décalages, qu'on ne peut pas, que si là on passe de $1, ça y est, on a cassé. Mais globalement, mes grosses extrémités, ils sont là. Après, pour vraiment casser le range d'un point de vue price action pur, oui, il faut clôturer au-dessus de ce sommet-là. Et si on doit casser le range à la baisse, c'est ce creux-là. Mais globalement, mes extrémités, j'aime bien essayer les tracer de cette façon-là. Bien entendu, si on casse ici à la hausse, on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH sur Hype. Si on casse à la baisse, par contre, il y aura de grandes chances d'aller casser ce plus bas. Ça ne change pas que Hype, ici, reste très fort. Donc le BTC. Je vais la rajouter, cette charte-là. Hop, regardez, tac. Alt W, ça apparaît sur ma charte, et hop, je la remonte tranquillement. On va mettre ça juste ici. Hop là. Je peux pas renommer, parce qu'on ne le voit pas plus que ça, c'est pas très beau. Ouais, je peux faire ça. Allez, hop. Tac. Voilà. Hype BTC, c'est parfait. Cette charte, moi, je la regarde très souvent, mais j'en ai marre de la taper. Ça nous permet tout simplement de voir depuis, j'ai pas depuis la création. Bon, ouais, je retrouverai une autre charte, moi, après, de mon côté. C'est pas plus simple. Parce que là, je suis sur quoi? Je suis sur KuCoin. On va juste prendre ça ici, et là, on va mettre KuCoin. Voilà. Et là, j'ai tout. C'est parfait. Je reprends ça. Comme ça, je vous montre comment utiliser TradingView aussi, vous, de votre côté. Je mets ça ici. Et ça, je supprime. Parfait. Donc là, ça me permet de voir, depuis la création, qui surperforme qui. Sans surprise, c'est Hype. Et là, on voit qu'on est dans une phase de compression. Hop. Je vais passer en 4 heures. On va la voir. Dans une phase de compression, des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus bas. On a clairement plus de chances de résoudre cette compression par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est pressé par une dynamique qui est haussière. On a les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Bon, voilà. En tout cas, ça reste pour moi la meilleure altcoin qui est dans une tendance haussière long terme et qui surperforme clairement ici le BTC. Voilà en tout cas pour Hype. On peut check rapidement Bitcoin dominance. Ça fait longtemps que je l'ai pas check. La Bitcoin dominance qui nous permet de savoir quel est le poids de Bitcoin parmi l'ensemble des cryptos. Au plus haut sur le dernier cycle, on a atteint les 66%, alors qu'on était à des niveaux très bas, au niveau des 40%. Alors ce qui a joué, c'est la hype sur BTC, c'est les ETF et bien sûr la sous-performance des altcoins. Maintenant là, on est vraiment dans un range où la suite va être vraiment ça va être important de surveiller ce qui va se passer. Parce que si on commence à casser à la baisse, on aurait vraiment la confirmation d'un top de marché qui s'est construit, et là on pourrait corriger, et pourquoi pas avoir des altcoins qui vont surperformer face au BTC. Si par contre on casse à la hausse, là c'est reprise de la puissance au niveau du Bitcoin, et on pourra retester ce sommet-là.
Ça, c'est une belle charte quand même à regarder sur est-ce que on est plutôt dans une altcoin season ou une bitcoin season. Alors, j'aime pas ce mot altcoin season parce que tout le monde pense que altcoin season c'est tout pump en permanence, ça fait des fois 10. C'est normal, c'est ce qui les gens ont été conditionnés comme ça et c'est tout à fait normal. Mais on peut avoir une altcoin season avec juste des altcoins qui se portent plutôt bien, mieux que le BTC, qui surperforment le BTC sans spécialement faire des fois 10. Et d'ailleurs, c'est la définition d'une altcoin season. Une altcoin season, c'est pas des altcoins qui font x10 par rapport au dollar, c'est des altcoins qui surperforment le BTC. C'est ça la définition, la vraie définition d'une altcoin season. En tout cas, si on doit retracer, la prochaine target pour moi, elle est à ce niveau-là. Au niveau des indices, alors SP500, Nasdaq. Bon, on a des indices qui corrigent, qui reviennent retester leur niveau de support qu'on avait identifié ensemble, et en total des corrélations avec ici les cryptos. Total des corrélations, ça on en parle depuis un moment où on le voit là, juste sur les dernières heures. On va mettre BTC, on va se mettre en 1 heure. À ce niveau-là, la décorrélation, c'est un très bon exemple où on a un Nasdaq qui corrige avec un BTC qui monte. À ce niveau-là. Et même là, sur les dernières heures, c'est ouf de voir cette décorrélation qui est assez rare. Il y a déjà eu des phases de décorrélation, mais aussi important, c'est plutôt rare. Et j'ai envie de dire, tant mieux oui et non, parce que si, tant mieux ça dépend. Si le Nasdaq pump, pas tant mieux, et c'est ce qu'on a eu pendant une longue période, où sur toute cette phase-là, on a des cryptos qui ont corrigé, qui ont pris cher, on n'a pas Bitcoin qui a vraiment performé, et là, depuis que le Nasdaq latéralise, retrace un peu, on a BTC qui essaye de faire quelque chose à des moments, mais sans être vraiment convaincu. Faudrait voir si on arrive à avoir une cassure de ce range par le bas, est-ce que le BTC pourrait vraiment résister, est-ce que les cryptos pourraient résister à un top de marché, est-ce qu'il peut y avoir une rotation des indices de la finance traditionnelle aux États-Unis vers le BTC. Mais c'est assez ouf de voir quand même cette décorrélation. Je serais assez surpris, dites-moi en commentaire, vous pensez à elle est due à quoi, cette décorrélation? Est-ce que c'est une rotation des actifs, où BTC devient un actif un peu plus autonome, qui va moins suivre les indices, mais pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Bon voilà, je serais assez surpris s'il y en a qui ont des théories comme ça. Ou est-ce que c'est le marché qui est différent actuellement? Bon, il peut y avoir plusieurs prétextes. Bon, dans tous les cas, ici, pour le moment, on est sur un niveau de support, que ce soit sur le Nasdaq et sur le SP500. Ça m'étonnerait pas qu'on clôture comme ça cette semaine. Au niveau des actifs que vous m'avez demandé d'analyser. Alors là, j'ai une analyse de SpaceX. Alors SpaceX qui s'est envolé au début. On a ici un premier retracement. D'accord? On est revenu chercher le listing limite là. Et là, on est en train de structurer, on a structuré un W, sommet, plus haut que le précédent, break. Maintenant, on est en train de le réintégrer. Mais déjà, le fait d'avoir ici un W, ça nous montre quoi? Que dans cette zone-là, sur du court terme, la demande a été supérieure à l'offre. Ça, c'est toujours quelque chose que je vous conseille quand on a une charte comme ça, qui est très jeune, qui part, c'est d'attendre, d'avoir des socles, d'avoir des zones où on se dit, ok, là, il y a eu un break par le haut, là également, il y a eu un break, etc., etc. Comme ça, quand on y retourne, vous savez que déjà, là, on y est retourné. À ce moment-là, quand on est ici, on ne peut jamais savoir qu'on va poser un bottom. C'est impossible. C'est impossible. On a une charte qui est baissière. Quand on casse ici, on se dit, ok, il y a un bottom. Et ce qui nous permet d'avoir un point de repère, c'est le moment où on y retourne, on sait que là, c'est une zone où, historiquement, on a posé un bottom. Alors, ce qui me dérange, c'est pour du long terme, on n'a pas assez de charts. Là, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom sur SpaceX. On le voit en weekly, il n'y a pas assez d'historique. À minima, pour regarder du long terme, c'est du weekly pour moi. Maintenant, là, on va être plutôt sur une chart pour ceux qui veulent faire de l'intraday ou du swing. Maintenant, la chart, si on n'avait pas réintégré ce range et qu'on avait consolidé au-dessus, je vous aurais dit pourquoi pas. Là, si je mets un volume profile, on est où? On a réintégré la value array high, elle a fait office de support, puis on l'a réintégré. Donc là, je pense qu'on va revenir chercher le poke, voir l'extrémité basse. Et après, il faudra voir si on a une réaction acheteuse. Si on pose un gros bottom, là, on peut mettre un Fibo et revisiter des niveaux plus importants, notamment notre zone de rechargement de short. Et on a un niveau intermédiaire avec un gap ici, au niveau des 0,382. Allez, au niveau de Hood, hop là, je me mets en weekly. On a une magnifique pattern qui s'est constituée. Je me rappelle plus à quel moment je l'avais dessiné ce dessin. On avait bien pump, M-top à ce niveau-là pour retracer sur ce précédent sommet. Et là, on a structuré un W. On a break le tunnel daily. On voit que la ligne de coup était en confluence avec le tunnel daily. Compression entre ici le tunnel 3 jours et le tunnel daily. Résolution à la hausse à ce niveau-là. Pullback. Puis là, c'est plutôt pas mal. On est en train de réintégrer la ligne de coup de ce gros M-top qu'on a réalisé. Alors là, sur une charte comme ça, l'objectif c'est la TH. L'objectif c'est clairement la TH. Pareil, quand je dis l'objectif c'est la TH,
c'est une hypothèse de travail au vu de la charte, au vu de la tendance haussière. Il y a des niveaux intermédiaires quand même. On a un gros niveau intermédiaire qui est globalement ici. On en avait un autre, mais on l'a réintégré. Le niveau intermédiaire, ensuite, il était là. On est repassé au-dessus. Ce niveau a d'ailleurs fait office de support vu qu'on l'a retesté. Donc il y a deux gros niveaux. Il y a cette zone-là que j'ai dessinée, puis après il y a l'ATH. C'est une hypothèse de travail d'aller faire un nouvel ATH. Maintenant, comme toute hypothèse, toujours une invalidation. Là, pour vous, si vous faites l'exercice, c'est quoi, je suis en daily, l'invalidation la plus claire, selon vous? À quel moment vous vous dites, ok, si on repasse sous ce niveau-là, j'invalide? Pour moi, le niveau, il est assez simple à voir. Si on commence à clôturer en dessous de cette zone-là, c'est une invalidation qui est assez importante. Alors certains peuvent être un peu plus agressifs et se dire, si on repasse en dessous de ce sommet-là, ou en dessous de cette bougie impulsive, j'invalide. Ça peut être une stratégie, mais c'est quand même une invalidation assez rapide, assez agressive. Personnellement, ce creux-là, il est plutôt pas mal, parce que c'est un niveau assez important. C'est la ligne de coup de cette grosse structure. Si je mets les moyennes mobiles, on voit qu'on est sous le 1 heure, sous le daily qui va pas tarder à passer au-dessus, sous le 4 heures qui va également pas tarder à passer au-dessus. Donc globalement, sous les 91, 92, ici, cette zone-là, on peut se dire qu'on est sur une réintégration, et que là, l'objectif de base qui est l'ATH n'est plus un objectif, et le prochain objectif, ça sera de retester le plus bas. Ok, pour le moment, en tout cas, au vu de cette dynamique haussière, les targets, ils sont plutôt au nord qu'au sud. Voilà ici, et ensuite, MicroStrategy, il corrige plutôt bien. Une charte qui est plutôt baissière, je l'avais analysé déjà, il me semble, la semaine dernière, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont positionnés dessus. Alors attention à pas vous dire, oui, MicroStrategy, je suis bullish sur les cryptos, donc j'achète du MicroStrategy. Bon, je sais qu'il y en a qui ont ce raisonnement, parce que MicroStrategy serait inconnu pour le grand public s'ils n'avaient pas investi dans les cryptos, et automatiquement, on réplique la performance des cryptos, surtout avec la pression qu'ils ont en ce moment, vu la baisse qu'on a. Ils ont un niveau de marge, il me semble, c'est quoi? C'est 35 000 $. C'est cette zone-là, je crois. Ou si Bitcoin atteint cette zone-là, il serait un peu dans le caca, j'ai envie de dire, même s'il rentre en spot, il y a pas des effets de levier ou quoi que ce soit, mais automatiquement c'est une entreprise, c'est pas un particulier qui rentre, donc les entreprises c'est pas j'achète et je hold jusqu'à 0, bien entendu, le fonctionnement est totalement différent, mais il me semble que c'est 35 000, 40 000 $ à peu près, ou stratégie aurait des petits problèmes si on descend aussi bas. Donc à voir, il serait obligé du coup de vendre à perte potentiellement du Bitcoin, ce qui créerait une pression baissière, et automatiquement ça ferait baisser le prix, et ça empirerait leur situation. Bon, est-ce qu'on n'en est pas encore là, mais dans tous les cas, là, leur charte n'est vraiment pas terrible. Le fait qu'on soit passé en dessous de cette zone-là, c'est la cassure d'un niveau assez important. Et là, dans ce genre de cas de figure, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une structure en W. Or, soit une réintégration, mais le mieux, c'est un gros bottom qui se dessine. En fait, similaire à ce type de bottom, qui a duré longtemps, qui a duré 1 an, 1 an et demi, mais on voit que c'est ce type de bottom qui est toujours intéressant, parce qu'au moment où ça break, ça part. D'accord? Donc moi, je préfère patienter longtemps, et au moment où ça break, ça part, que des petits W, des petites structures, des fausses cassures. En tout cas, pour moi, c'est mon plan, c'est comme ça que je vois les choses actuellement, et là, il n'y a aucun signal qui me donne envie de me positionner. Si je mets même des moyennes mobiles, qui me permettent d'avoir une vue sur différentes unités de temps, toutes les unités de temps ici sont orientées à la baisse. Donc non, clairement, c'est bearish, et pour le moment, c'est loin d'être bullish tant qu'on n'a pas soit un gros pump fort, break du précédent sommet, soit une structure en W. Voilà de ce côté-là sur les 3 actifs que vous m'avez demandé d'analyser. Vous pouvez m'en donner d'autres en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.